Merci, Monsieur Klaproth, de cette pointe finale. Merci à la AHK de me permettre de m'adresser à vous. Je ne sais pas s'il est moins 5 ou moins 10, mais vous avez tous faim. Vous attendez bien sûr le déjeuner, pas mon exposé. Particulièrement, vous négociez tous avec vos enfants, vos parents, votre épouse, votre époux dans l'entreprise. Et je vais essayer de vous donner une autre perspective sur les négociations, avec quelques comparaisons entre les négociations internationales et les négociations tarifaires dans la santé. Alors, en fait, aujourd'hui, on parle de partenariat tarifaire. Partenariat, qu'est-ce qu'un partenariat? Pour moi, eh bien, c'est lorsque mon épouse et moi disons, je vais faire les courses ou je vais faire la cuisine, est-ce que je peux t'aider? Dans une négociation, c'est donne-moi le maximum, je ne peux pas te donner beaucoup, moi, et les sympathies, là, vous ne devez pas trouver la personne sympathique avec qui vous négociez. Mais pourtant, le partenariat contient deux éléments très importants pour les négociations. Tout d'abord, le traitement respectueux, attitude respectueuse avec l'autre négociateur. Et de l'autre côté, comprendre que l'on peut réussir que si l'on collabore, même avec son interlocuteur, passer la ligne d'arriver ensemble. J'ai représenté la Suisse à la Banque européenne de reconstruction et de développement, une banque pour le développement international qui était en Europe de l'Est, en Turquie, dans les Balkans, en Afrique du Nord. Et la question se posait si cette banque devait ici s'étendre dans l'Afrique subsaharienne. C'était une question de fond. Et pour mettre sur les rails ces négociations, il y avait deux personnes qui devaient s'en charger. D'abord, c'était une Américaine qui était Managing Director Strategy de la banque. Elle devait apporter les arguments et moi, au conseil d'administration, je devais diriger des négociations. Ensemble, il fallait que nous dirigions cela. Elle, l'Américaine, représentante de la banque, est-ce que les USA étaient en faveur du développement et moi, pour la Suisse, j'étais contre. Et nous n'avions pas beaucoup de sympathie l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi à mettre sur les rails ces négociations et lancer un processus avec des délais, les questions principales à poser, les documents à préparer et nous avons réussi. Et pourquoi avons-nous réussi? Parce que nous étions ambitieux, parce que nous voulions réussir et parce que nous savions que nous pouvions réussir qu'ensemble. Nous devions ici comprendre que nous étions logés à la même enseigne. La quintessence, c'est que lorsque vous négociez, je ne sais pas si partenariat est vraiment pertinent, mais au moins partenariat ici, forcé, mais fondé sur le respect, mais qui ne laisse pas de place aux sympathies et aux antipathies. Ça, c'est le premier point. J'ai 4 points. Le deuxième point, lorsque vous dirigez des négociations, vous êtes à la table des négociations et à côté, vous avez aussi d'autres tables et il y a à côté de cette table voisine d'autres tables voisines. Et à toutes ces tables voisines, vous avez les cercles intéressés qui regardent ce que vous discutez. Donc les acteurs, comme on les appelle. Et lorsqu'on dirige des négociations, eh bien, il faut garder à l'œil ces tables secondaires. Lorsque notre ministre des Finances, Keller-Sutter, a négocié la reprise du CS par l'UBS, ce n'était pas une négociation à Berne seulement, mais aussi avec Washington, avec Francfort, Bruxelles, Londres, avec les ministres des Finances et les autorités de surveillance. Et c'était une négociation de l'UBS Crédit Suisse avec leurs actionnaires, outre-mer ou dans les pays du Golfe. Donc vous avez beaucoup de tables secondaires. Et nous l'avons entendu aujourd'hui.
tous ces cercles, tous ces milieux qui siègent aux tables voisines, la Confédération, les organisations, la FINMA, etc., à toutes ces tables, il faut aussi auparavant, avec toutes ces tables, obtenir un résultat pour qu'à la table principale des négociations, on obtienne un résultat final. Troisième point, lorsque vous négociez, il faut savoir ce que l'on peut influencer et non. Parfois, si vous arrivez ici sur un bateau, on ne peut pas négocier avec le phare, mais que peut-on négocier? Par le passé, j'ai négocié des prestations aussi, et je savais que le fédéralisme suisse n'est pas négociable. Il y a des domaines dans l'éducation. L'éducation, c'est cantonal. Il y a des compétences communales aussi chez nous. Par exemple, l'élimination des déchets, des ordures. On doit savoir ce que l'on peut négocier ou non. L'Union européenne, par exemple, dit que, par exemple, le tribunal ici européen, la Cour européenne de justice, n'est pas négociable pour l'Union européenne, par exemple. Il y a des choses que l'on doit accepter dans les négociations. Ce qui est important, c'est que l'on en soit conscient. Et dans les négociations tarifaires, on ne peut pas négocier, par exemple, quel doit être le prix global du système de santé, quel doit être le salaire des prestataires. On ne peut pas négocier non plus à quoi doit ressembler forcément l'infrastructure régionale de la santé. On doit savoir ce que l'on peut négocier et ce qu'on ne peut pas négocier. Et ce qui compte avant tout, c'est qu'on dise à son interlocuteur, voilà ce qu'on peut négocier, ça, on ne peut pas le négocier. Et s'il y a une négociation hiérarchique, on dit, voilà ce qu'on peut négocier et ce qu'on ne peut pas négocier. Et vis-à-vis des acteurs, il faut que ce soit clair pour que les attentes soient bien calibrées. Mon quatrième point, si l'on négocie, eh bien, on veut toujours obtenir un résultat. Mais le résultat, une convention par exemple, eh bien, est difficile. On n'est pas content. On se dit, ah, mais je pourrais interrompre les négociations et j'obtiendrai un meilleur résultat peut-être si je m'adressais aux tribunaux. Je prends l'exemple à Zurich, on discute de la longueur de la piste d'atterrissage à Zurich. Mais en 2001, la Suisse et l'Allemagne avaient conclu un traité sur le droit d'atterrissage à l'aéroport de Zurich. Ça a été négocié. Et le Parlement devait l'adopter, le gouvernement de Zurich, l'aéroport de Zurich, Swissair, Suisse, donc, avait dit non, 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 ce traité n'est pas bon, on va s'adresser à faire appel aux tribunaux de Luxembourg, d'Allemagne. Et finalement, eh bien, l'aéroport de Zurich eh bien, a été débouté et dépendait du bon vouloir de l'Allemagne. Il ne pouvait plus avoir après un traité avec l'Allemagne pour les droits d'atterrissage. Donc nous avons entendu que parfois on ne peut pas conclure des conventions, parfois ils s'échouent, il y a les possibilités ici de faire appel toujours, mais lorsque l'on négocie, il faut savoir pourquoi, on s'assoit autour de la table et il faut vouloir mener à bien les négociations et que c'est la dernière chance, c'est le dernier recours d'interrompre une négociation, car cela entraîne des coûts. Et on ne peut pas dire que les coûts appartiennent au passé, voilà, ici, de l'argent dépensé pour rien. Non, c'est l'avenir aussi. Si on doit revenir négocier avec les mêmes partis avec qui on n'avait pas obtenu d'accord au préalable, il est difficile la deuxième fois d'obtenir un bon résultat. Et le Conseil fédéral le sait aussi, avec ici, par exemple, les conventions qui n'ont pas été, ou les accords qui ont été interrompus pour les négociations avec l'Union européenne. Voilà les 4 points sur les négociations. Alors, le premier point, c'est le partenariat, c'est important, mais c'est un partenariat ici qui n'est pas voulu et il ne faut pas de sympathie ou d'antipathie particulière. Deuxième point, les négociations ne se tiennent pas à la table principale, mais aux tables
voisine aussi, et il faut trouver là-bas une solution. Troisièmement, il faut savoir ce que l'on peut négocier, ce qu'on ne peut pas négocier, et après, il faut dire clairement ce que l'on attend des négociations en fin de compte. Et attention, si vous ne menez pas bien les négociations, cela a un prix pour l'avenir aussi. Donc, brièvement, j'ai commencé en parlant de partenariat, des personnalités, et maintenant j'aimerais fermer la boucle avec ce négociateur ici. Ce négociateur, leur personnalité joue un rôle. Il faut que les négociatrices et les négociateurs fassent preuve de respect, soient créatifs et suivent un objectif. Et ce qui est bien dans les négociations, ce que je souhaite à tous dans cette salle aussi, lorsque l'on mène à bien des négociations, eh bien on en est heureux, on est fier, on fait preuve de gratitude vis-à-vis des négociatrices, négociateurs de l'autre côté de la table, car c'est possible seulement ensemble que l'on peut atteindre la ligne d'arrivée. Et je souhaite à toutes les négociatrices et négociateurs dans cette salle de bien réussir leurs négociations. Merci beaucoup. Bleiben Sie nur eine Sekunde, ich will nicht lang mit Ihnen verhandeln, dafür sind Sie Je ne vais pas négocier longuement avec vous parce que vous êtes trop chevronné. Mais en fait, il y a quand même, vous savez bien jouer au poker parce que c'est une métaphore. Je joue au tarot, mais pas pour prédire l'avenir. Je crois que chaque jeu est bon, intéressant, bon, mais ne va pas nous donner d'enseignement. Parce que, contrairement au bluff qu'on utilise pour le poker, j'ai fait l'expérience qu'il faut aussi donner des signaux aussi. Il faut créer, il faut nouer un contact. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être amical, on est d'accord, mais il faut aussi soutenir l'autre personne pour qu'elle nous comprenne. Il faut l'aider à ce qu'elle nous comprenne aussi. Je dois aussi comprendre comment elle fonctionne, pourquoi elle prend cette position, et ça, on ne le fait pas au poker. Et je crois qu'en fait, c'est un peu trop simple. Donc, il vaut mieux un peu y aller à la Dalai Lama, si je comprends bien. Bon, ok, ça a encore agi. Toute la salle est nouveau silencieux. Dès qu'on dit le mot Dalai Lama, tout le monde se calme. Bon, merci beaucoup de nous avoir donné ces enseignements.